Dans cette vidéo spéciale, nous allons explorer 8 types de personnes que nous ne devrions jamais aider. La dernière catégorie vous étonnera, je vous le garantis. Mais avant de commencer, je veux que vous vous concentriez sur cette histoire, car elle porte une leçon cruciale pour comprendre le message central de cette vidéo. Il était une fois, dans un village paisible, un homme nommé Léon. Léon était connu pour sa générosité et son désir profond d'aider les autres. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il trouva un scorpion pris au piège dans une toile d'araignée. Malgré le risque de se faire piquer, Léon ressentit de la compassion pour le scorpion et décida de le libérer. Il prit soin de l'animal, le dégageant avec précaution et le plaçant en sécurité. Cependant, dès que le scorpion fut libre, il piqua Léon et s'enfuit rapidement. Léon, surpris et douloureusement blessé, réalisa alors que la nature du scorpion était de piquer, peu importe l'aide reçue. Cette histoire nous enseigne que certaines personnes, comme le scorpion, ne changent pas leur nature. Dans notre désir d'aider, nous pouvons parfois ignorer les signes avant-coureurs et finir par nous blesser. Il est crucial de discerner qui mérite notre aide et de comprendre que tout le monde n'appréciera pas nos efforts. Pensez à votre énergie comme à un précieux trésor. Certaines personnes l'enrichissent, tandis que d'autres la dilapident sans vergogne. Vous êtes-vous déjà senti vidé après avoir aidé quelqu'un? Explorons ensemble ces individus qui absorbent notre énergie et découvrons pourquoi il est essentiel de les identifier. Avant de plonger dans le premier type de personne, si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes dans votre vie vous laissent complètement épuisé et sans énergie? Partagez vos expériences dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir comment vous faites face à ces situations. Commençons par le numéro 1, les ingrats. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble absorber toute la lumière autour de lui, laissant un vide derrière lui? Ces personnes qui, malgré tout ce que vous leur offrez, en veulent toujours davantage et ne sont jamais contentes. Imaginez-vous lors d'une réunion de famille, profitant d'une ambiance chaleureuse et conviviale. Soudainement, vous entendez quelqu'un se plaindre bruyamment du repas, de l'organisation, voire de la décoration de la table. Oui, vous l'avez deviné, c'est l'ingrat professionnel en action. Mais pourquoi certaines personnes paraissent-elles constamment insatisfaites? La psychologie fournit des explications fascinantes à ce phénomène. D'après une étude menée par l'université de Stanford, les individus avec une faible estime de soi montrent une tendance marquée à être moins reconnaissants. C'est comme s'ils portaient des lunettes teintées de négatif, ne laissant passer que les aspects sombres de la vie tout en bloquant les choses positives que la vie a à offrir. Cela ne signifie pas que vous devez rompre les liens avec tous ceux qui oublient occasionnellement de dire merci. Mais il est essentiel de discerner quand quelqu'un profite continuellement de votre bienveillance. Reconnaître ce comportement permet de protéger votre propre énergie et de préserver votre bien-être. Comme le disait fréquemment le grand entrepreneur Steve Jobs, traitez vos employés comme vous aimeriez qu'ils traitent vos clients les plus précieux. Ce conseil peut être appliqué à toutes nos relations. Pensez à la gratitude comme à un investissement. Il nécessite attention et engagement pour fructifier. Si vous investissez constamment votre temps, votre énergie et vos ressources dans quelque chose qui ne vous apporte aucun retour, il est peut-être temps de vous demander si vous placez vos efforts dans le bon projet. Faites attention à ne pas confondre l'ingratitude avec l'honnêteté constructive. Votre collègue qui vous signale discrètement une erreur dans votre présentation avant une grande réunion n'est pas un ingrat, mais un allié précieux. La différence réside dans l'intention et le comportement. Selon une étude fascinante publiée dans le Journal of Positive Psychology, les personnes reconnaissantes sont non seulement plus heureuses, mais elles entretiennent également des relations plus solides et plus durables. La gratitude agit comme une sorte de ciment invisible qui fortifie nos liens sociaux. Face à ces personnes, comment devrions-nous alors agir? La réponse n'est pas simple,
mais nous pouvons tirer quelques leçons de la psychologie positive. Shawn Ashore, un expert en bonheur, suggère que cultiver la gratitude profite non seulement au receveur, mais aussi au donneur. Donc, au lieu de vous frustrer avec les ingrats, voyez-les comme une opportunité de renforcer votre propre capacité à apprécier le bon dans la vie. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour notre muscle de la gratitude. Cependant, ne confondez pas être reconnaissant avec être un puits sans fond. Établir des limites saines est aussi important que d'être généreux. Comme l'a dit l'écrivain Maya Angelou, donner sans limite n'est pas de la générosité, mais de l'épuisement. Souvenez-vous, leur manque de gratitude en dit plus sur eux que sur vous. Comme l'a dit le psychologue Abraham Maslow, « Quand je m'accepte tel que je suis, je deviens capable de changer. » Alors, la prochaine fois que vous rencontrez un ingrat, prenez une profonde inspiration. Souvenez-vous de votre propre valeur et demandez-vous, « Cette personne mérite-t-elle mon énergie ?» Si la réponse est non, il est tout à fait acceptable de prendre du recul. Vous n'êtes pas égoïste, vous pratiquez l'auto-soin. Et si vous décidez de continuer à aider, faites-le parce que vous le voulez vraiment, pas parce que vous attendez une reconnaissance. Comme l'a dit le philosophe John Stuart Mill, agissez de telle sorte que vous traitiez l'humanité, en vous-même et en toute autre personne, toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Abordons maintenant le deuxième type de personnes, les irresponsables. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un apparemment détaché des répercussions de ses actes? Vous pénétrez ainsi dans l'univers des irresponsables, ces virtuoses de l'évasion des responsabilités qui maîtrisent l'art de rejeter la faute sur tous, sauf sur eux-mêmes. Imaginez-vous lors d'une réunion cruciale pour naviguer une crise majeure au sein de votre entreprise. Alors que chaque membre de l'équipe est sollicité pour apporter des solutions créatives et urgentes, une personne reste à l'écart, plongée dans son téléphone, sourde aux échanges. Interpellée, elle répond nonchalamment « Oh, ce problème ne me concerne pas directement, ça ne relève pas de mes fonctions. » Cet exemple illustre parfaitement le comportement d'un irresponsable en situation critique. Lorsque nous essayons d'assister une telle personne, nous nous retrouvons souvent pris au piège dans un cycle de frustration. Peu importe l'énergie que nous investissons, le résultat est rarement à la hauteur de nos espérances. Les irresponsables excellent à esquiver leurs devoirs et ont un talent presque olympique pour attribuer leurs déboires à autrui. Si une situation dégénère, même indirectement par notre action, il n'est pas rare que nous finissions par endosser le blâme. Cette situation est non seulement injuste, mais elle peut également entraîner des conséquences émotionnelles lourdes et nuire à notre réputation, ce qui est dévastateur pour ceux qui tentent sincèrement d'aider. Il est donc crucial d'adopter une approche réfléchie lorsque l'on traite avec ces personnalités. Comment faire face efficacement? Encourager ces individus à considérer les répercussions de leurs actions peut s'avérer fructueux. Au lieu de résoudre leurs problèmes, nous devrions les guider vers l'acquisition de compétences en auto-évaluation et en gestion autonome. Les avancées en neuroplasticité, soutenues par des experts comme le Dr Norman Doidge, révèlent que notre cerveau reste adaptable, capable de forger de nouvelles connexions neuronales en réponse à de nouvelles expériences tout au long de la vie. Il y a donc un espoir tangible. Bien que le changement puisse nécessiter un véritable déclic ou parfois un effort colossal, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Ici, l'éducation va au-delà des connaissances académiques pour englober la prise en charge des responsabilités et l'apprentissage de ses erreurs. Finalement, traiter avec des irresponsables requiert une patience exemplaire et un contrôle de soi rigoureux. Mark Twain a judicieusement observé « Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose problème, c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est tout simplement pas vrai. » La prochaine fois que vous serez confronté à un irresponsable chronique, prenez un moment pour vous recentrer. Rappelez-vous que votre capacité à douter de la pertinence de continuer à aider est une preuve de votre sagacité. Aider autrui est certes noble, mais il existe des limites.
Ces dernières se dessinent souvent lorsque l'autre personne considère votre aide comme un acquis. Plutôt que de nourrir votre frustration, voyez cela comme une opportunité d'exercer un refus poli mais ferme. Parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est simplement de lui permettre de faire face à ses propres défis. Avant de passer au 4e type de personne, si vous trouvez cette analyse utile, n'hésitez pas à aimer et vous abonner à notre chaîne. Activez la notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et si ce genre d'analyse vous inspire, laissez un commentaire avec « J'aime la voix des sages ». Continuons à apprendre ensemble et à enrichir nos vies. Entamons maintenant le 4e type d'individu qu'il est sage d'éviter d'assister, les adeptes de la paresse. Rencontrez-vous souvent des personnes qui semblent répugner à toute forme d'effort? Ces individus inventent constamment des excuses pour esquiver les responsabilités, comme si leur sofa était leur sanctuaire privilégié et la télécommande, une prolongation naturelle de leurs bras. Plongeons dans le monde intrigant des paresseux, ces virtuoses de l'immobilisme qui, paradoxalement, nous enseignent beaucoup sur la productivité, ou plutôt son absence. Avez-vous déjà constaté lors d'une réunion de travail où quelqu'un annonce « Je n'ai pas fini le rapport car j'étais trop absorbé à rechercher ma motivation égarée sous mon lit ». Eh oui, vous l'avez bien identifié. C'est le procrastinateur chevronné en action. Pourquoi donc certaines personnes semblent-elles maîtriser parfaitement l'art de la procrastination? La recherche scientifique propose des explications captivantes. Une étude menée par l'Université de Calgary suggère que la tendance à procrastiner pourrait être une stratégie de survie ancestrale pour économiser de l'énergie. Nos ancêtres auraient, semble-t-il, développé cette aptitude pour optimiser la préservation de leur énergie face aux dangers. Cependant, dans notre société moderne où les menaces physiques sont rares, cette aptitude peut devenir un handicap majeur pour notre évolution personnelle et professionnelle. William James, un psychologue renommé, a autrefois observé « Rien n'est aussi fatigant que l'attente éternelle d'une tâche inachevée ». Cette réflexion souligne à quel point la procrastination peut être énergivore. De plus, selon des recherches publiées dans le Journal of Psychological Science, la procrastination chronique est liée à des niveaux de stress élevés et à une détérioration de la santé générale. Néanmoins, il ne faut pas perdre tout espoir pour ceux qui ont tendance à remettre au lendemain. Albert Einstein lui-même a dit « La paresse est la mère de toutes les inventions ». Bien qu'il ait pu le dire à la légère, il n'en demeure pas moins que la recherche de facilité peut parfois conduire à des innovations remarquables. Comment alors identifier une personne qui procrastine chroniquement? Voici quelques signaux d'alerte. Le général des excuses. Ces individus ont une excuse pour tout, rivalisant d'originalité pour justifier leur inaction. Le champion du multitâche inutile. Ils excellent à jongler entre vidéos en ligne, réseaux sociaux et plaintes sans jamais rien produire de concret. Si cette énergie était canalisée positivement, ils pourraient révolutionner leur productivité. L'adepte du « demain je m'y mets ». Pour eux, demain est un Eldorado où toutes les tâches se résolvent miraculeusement. En réalité, ce lendemain est une illusion qui ne se concrétise jamais. L'artiste de la diversion. Cette personne est maître dans l'art de détourner son attention vers des activités plus plaisantes, au moindre signe de travail exigeant. Que ce soit par une pause café qui s'éternise ou par des discussions interminables sur des sujets non pertinents, elle trouve toujours le moyen d'éviter les tâches importantes. Le roi du juste 10 minutes de plus. Pour ces personnes, le réveil n'est qu'une suggestion, et 10 minutes se transforment souvent en 2 heures ou 5 heures de temps. Le chercheur de raccourcis. Toujours à l'affût de la méthode la plus simple, ils rêveraient d'une application qui pourrait agir à leur place. Il ne s'agit pas de rompre tout lien avec les procrastinateurs, mais il est crucial de considérer l'impact de leur présence dans notre entourage. Comme le disait Jim Rohn, entrepreneur et auteur, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Choisir ses fréquentations avec soin est donc essentiel,
car vous pourriez bien devenir la dernière lumière brillante dans un cercle assombri par le manque d'ambition. Pensez à l'impact de vos relations sur votre dynamisme et votre motivation. Quels ajustements pourriez-vous envisager pour nourrir un environnement plus stimulant? Exprimez vos pensées en commentaire et ensemble, élevons notre énergie collective vers des sommets inexplorés, les manipulateurs. Ce groupe pose un défi particulier, car ses membres sont des experts dans l'art de détourner la générosité d'autrui. Ils exploitent les efforts sincères d'aide pour servir leurs intérêts personnels, sans jamais envisager de donner en retour ou de s'améliorer réellement. Imaginez-vous participant à un jeu où vous pensez avoir le contrôle de vos actions, mais en réalité, chaque mouvement est subtilement influencé par quelqu'un d'autre. Voilà ce que c'est que de se trouver dans la toile d'un manipulateur expérimenté. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous allons apprendre à repérer leurs tactiques et à nous protéger de leurs stratagèmes. Pourquoi certaines personnes semblent-elles exceller dans l'art de la manipulation? La psychologie offre des éclairages fascinants. Des recherches menées par l'université de Stanford révèlent que les individus avec des traits narcissiques ou machiavéliques tendent à manipuler autrui plus fréquemment. Il semble qu'ils suivent instinctivement un parcours qui les mène à maximiser leurs bénéfices personnels, sans égard pour ceux qu'ils pourraient blesser en cours de route. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez devenir paranoïaque et suspecter chacun autour de vous, mais il est crucial de développer une capacité à détecter ces prédateurs émotionnels. Comme le conseille le psychologue expert Robert Cialdini, s'armer de connaissances est notre meilleure défense face à la manipulation. Considérez votre santé émotionnelle comme une citadelle. Les manipulateurs agissent comme des assaillants tentant de percer vos murailles. Sans un système de sécurité robuste, vous pourriez vous retrouver à les laisser prendre place dans votre salon, dévorant vos nachos et prenant le contrôle de la télécommande de votre existence. Alors, comment identifier un manipulateur chevronné? Voici quelques indices qui doivent vous mettre en alerte. Le maître du gaslighting. Ils remettent en question votre réalité avec des affirmations troublantes, telles que « cela ne s'est jamais passé », tu imagines des choses, ou « personne d'autre ne semble se rappeler cela de cette façon ». Le caméléon émotionnel. Il semble toujours être la personne idéale pour qui que ce soit. Par exemple, avec un supérieur, ils peuvent se montrer extrêmement formels et respectueux, tandis qu'avec un collègue, ils deviennent décontractés et joviaux, reflétant parfaitement les attentes et les comportements de leur interlocuteur. Le saboteur subtil de l'estime de soi. Il vous critique sous couvert de conseils bienveillants. Es-tu sûr de vouloir présenter cette idée lors de la réunion? Cela semble un peu inachevé, tu pourrais te ridiculiser. Le faussaire de sympathie. Ils expriment une préoccupation exagérée pour vos problèmes, comme dire « Je suis tellement désolé que tu traverses cela, dis-moi comment je peux t'aider », tout en cherchant à découvrir vos faiblesses ou des informations qu'ils peuvent exploiter plus tard à leurs propres fins. En étant conscient de ces signes, vous pouvez mieux vous prémunir contre les manipulations et protéger votre bien-être émotionnel. Restons vigilants et apprenons ensemble à renforcer nos défenses contre ces tactiques nuisibles. Passons maintenant au 5e type de personne, le critique perpétuel. Ils excellent à détecter les défauts dans tout et tout le monde. Que ce soit votre choix de vêtements ou la manière dont vous planifiez vos journées, ils trouveront toujours un point à critiquer. Les repérer est souvent aussi simple que d'écouter ce qu'ils disent. Leurs commentaires tendent à être négatifs et démolisseurs plutôt que constructifs. Si cela vous semble familier, vous êtes probablement en présence d'un critique chronique. Gérer ce type de personnalité peut s'apparenter à naviguer dans un labyrinthe de jugement. Peu importe la qualité de vos efforts, ils trouveront le moyen de les démonter avec leurs critiques acérées. Mais pourquoi agissent-ils ainsi? Les recherches indiquent que les critiques chroniques utilisent souvent la critique comme un moyen d'affirmer leur domination ou de contrôler les autres, ou même comme une manière de refléter leurs propres insécurités.
C'est comme s'ils portaient des filtres qui ne leur permettent de voir que les imperfections. Pour atténuer leur impact négatif, il est crucial de garder une perspective équilibrée. Ne prenez pas leurs critiques personnellement. Elles révèlent souvent plus sur leur propre état d'esprit que sur vos actions. Essayez d'orienter les discussions vers des sujets positifs ou des solutions constructives. Parfois, un simple changement de sujet peut servir de bouclier efficace contre leurs attaques verbales. Rappelez-vous, les critiques constructives peuvent être enrichissantes pour votre développement personnel, mais les critiques incessantes tendent à miner l'estime de soi et à éroder la confiance. En établissant des limites claires et en conservant une attitude positive, vous pouvez vous préserver de leur influence néfaste tout en promouvant un environnement plus sain et constructif autour de vous. Les narcissiques. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble voir chaque reflet comme une extension de lui-même? Bienvenue dans le monde fascinant des narcissiques, ces individus pour qui l'amour-propre a franchi les frontières du raisonnable. Imaginez essayer de combler un océan avec une cuillère. C'est tout aussi futile que de tenter de satisfaire les besoins incessants d'un narcissique. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Selon une étude de l'université de Harvard, environ 7% de la population présente des traits narcissiques marqués. Cela signifie que vous avez probablement déjà croisé ce type de personne dans votre quotidien. Comment identifier ces égocentriques? Si vous connaissez quelqu'un qui semble penser que chaque lever de soleil est une ovation à sa gloire personnelle, vous avez sans doute affaire à un narcissique. Ils ont une capacité remarquable à orienter chaque conversation autour de leur prétendue réalisation, si mineure soit-elle. Interagir avec un narcissique peut être aussi épuisant que d'essayer d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre. Mais ne perdez pas espoir. Il existe des stratégies que vous pouvez adopter pour mieux gérer ces interactions. Des experts en comportement comme le psychologue Jonathan Marshall conseillent de fixer des limites fermes. Le but n'est pas de changer le narcissique, ce qui est souvent une entreprise vaine, mais plutôt d'adapter vos propres réactions et interactions avec eux. Une méthode très efficace recommandée par les experts est la validation sélective. Pensez-y comme à dresser un chien. Vous renforcez les comportements positifs et ignorez les négatifs. Quand un narcissique montre, ne serait-ce que brièvement, de l'empathie, oui, cela arrive, reconnaissez-le. Cependant, quand ils commencent leur habituelle autopromotion, ne vous laissez pas entraîner. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de servir d'audience à leur spectacle solitaire. Selon l'écrivain renommé James Baldwin, l'ego est le bandeau qui obscurcit la vision du cœur. Ne laissez pas le narcissique dans votre vie obscurcir votre perspective, mais soyez attentifs à ne pas confondre la confiance en soi avec le narcissisme. La différence clé réside dans la capacité à ressentir de l'empathie et dans le besoin incessant d'admiration. Alors qu'une personne confiante célèbre sincèrement les succès des autres, un narcissique voit ses réussites comme des menaces à sa propre grandeur. En somme, interagir avec un narcissique est un défi, mais aussi une opportunité de développer votre patience et votre compassion. Et qui sait, vous pourriez même en retirer des enseignements précieux. Comme le philosophe Socrate l'a remarqué de manière perspicace, la sagesse de la vie consiste à éliminer le superflu. Apprenez à distinguer ce qui est vraiment important et évitez les pièges des défauts des autres. Les opportunistes. Imaginez rencontrer quelqu'un qui semble toujours en quête d'opportunités pour tirer profit des autres, indifférent aux conséquences de ses actions. C'est l'opportuniste, un individu qui excelle à exploiter la générosité ou les ressources d'autrui, offrant en retour seulement ce qui lui est favorable. Ils peuvent apparaître charmants et aimables. Cependant, derrière cette façade séduisante se dissimule une mentalité opportuniste qui peut éroder la confiance dans toute relation. Il est important de ne pas confondre un opportuniste avec une personne ayant véritablement besoin d'aide. La distinction principale réside dans leur comportement et leur manque de réciprocité.
Comme l'a souligné le psychologue Daniel Goleman, les opportunistes ont une habileté particulière à induire un sentiment de culpabilité chez les autres lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites. Reconnaître un opportuniste peut s'avérer complexe, car ils dissimulent souvent leurs véritables intentions derrière un vernis de coopération. Un indicateur majeur est leur absence de réciprocité. Ils bénéficient toujours de l'aide d'autrui, mais rendent rarement l'appareil ou n'offrent pas une collaboration juste. Ils emploient des tactiques de manipulation fine, comme des flatteries ou des promesses évasives, pour parvenir à leurs fins sans jamais s'engager vraiment. Ils sont toujours présents lorsque des avantages sont en jeu, mais disparaissent lorsque des efforts ou des sacrifices sont demandés de leur part. Gérer un opportuniste requiert de fixer des limites claires et de rester vigilant quant à vos propres ressources et limites personnelles. Il est essentiel de définir clairement ce que vous êtes prêt à offrir et ce que vous attendez en retour dès le début. Promouvoir la réciprocité est aussi crucial. Inciter l'opportuniste à contribuer de manière équitable dans les relations, que ce soit en partageant les responsabilités ou en clarifiant les rôles et les attentes de manière transparente. Sur le plan psychologique, les opportunistes manifestent souvent une combinaison de faible empathie et de fort opportunisme. Les recherches en comportement humain montrent que certaines personnalités sont plus susceptibles d'adopter des stratégies manipulatrices pour avancer leurs propres intérêts, sans se soucier de l'impact sur autrui. En apprenant à identifier et à gérer les opportunistes, vous pouvez protéger votre intégrité émotionnelle et maintenir des relations plus saines et équilibrées. Donner et recevoir sont essentiels dans toute relation saine. Cependant, si vous constatez que vous donnez constamment sans rien recevoir en retour, il est peut-être temps de reconsidérer cette dynamique. Investir de l'énergie et des efforts dans des personnes qui ne valorisent pas ou n'apprécient pas votre contribution peut s'avérer épuisant et drainant sur le plan émotionnel. Il vaut mieux diriger cette énergie vers des relations plus équilibrées et enrichissantes où vos efforts sont mutuellement reconnus et appréciés. Passons maintenant au 8e et dernier type de personnes que nous ne devrions pas aider. Les envieux. Imaginez que vous avez réussi un exploit exceptionnel. À qui le diriez-vous en premier? Avant de réfléchir à qui partager la nouvelle, considérez ceci. Selon une recherche de l'Université de Cambridge, 70% des personnes connaissent une détérioration de leurs relations personnelles après avoir partagé des succès significatifs, l'envie étant souvent la cause principale. Mais il n'est pas nécessaire de remporter le jackpot pour ressentir les effets corrosifs de l'envie. Que ce soit pour une promotion ou une nouvelle relation épanouissante, les envieux trouvent toujours le moyen de semer le doute et le ressentiment. Alors, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à être envieuses? Le psychologue David Leuden explique dans son ouvrage The Paradox of Envy que l'envie naît souvent quand il y a une disparité entre notre situation actuelle et celle que nous estimons méritée, créant un sentiment d'injustice profond. Cependant, l'envie peut également servir de catalyseur. Selon l'écrivain Robert Greene, l'envie, si canalisée correctement, peut être un puissant moteur de motivation. Elle peut vous inciter à vous dépasser ou, mal gérée, peut vous mener à votre perte. La gestion de l'envie, qu'elle soit la vôtre ou celle d'autrui, est cruciale. Un conseil souvent négligé est de garder pour vous vos succès et vos projets. Oui, à contre-courant de la tendance à tout partager en ligne, je vous recommande la discrétion. Pourquoi? Selon les neurosciences, lorsque vous parlez trop tôt de vos projets, votre cerveau libère de la dopamine, simulant une réussite prématurée, ce qui peut diminuer votre motivation réelle. Des études, dont une notable de l'American Psychological Association, montrent que les personnes qui gardent leurs objectifs pour elles ont plus de chances de les réaliser. Le partage précoce peut non seulement affaiblir votre drive, mais aussi alimenter l'envie chez les autres. Comme l'écrivain Somerset Maugham disait, « Chaque fois que quelqu'un partage une réussite, quelque part, un ami se sent trahi. » Quand vous choisissez de partager vos succès,
soyez judicieux. L'industriel Elon Musk conseille: partagez vos rêves seulement avec ceux qui vont les encourager, pas ceux qui les jalouseront. Traitez vos ambitions comme des secrets précieux, à ne révéler qu'à des confidents de confiance. Et quand vous partagez, inspirez plutôt que de susciter l'envie. Plutôt que de fanfaronner sur une réussite, partagez comment cette nouvelle étape vous excite et vous challenge. Enfin, apprendre à identifier les signes de l'envie peut vous aider à naviguer mieux dans vos relations. Le congratulateur contraint. Leur enthousiasme sonne aussi faux qu'un compliment sur un plat raté. Le compétiteur acharné. Votre succès est pour eux un signal pour surenchérir ou diminuer votre accomplissement. Le saboteur discret. Ils vous soutiennent en public, mais s'efforcent en coulisses de miner vos efforts. Le minimiseur. Aucun succès n'est assez grand pour mériter leur estime. Ils attribuent tout à la chance. L'espion malveillant. Il s'informe non par intérêt, mais pour critiquer ou copier. Comprendre ces dynamiques vous permettra de mieux vous protéger. Et n'oubliez pas, comme l'a sagement dit l'écrivain français André Gide, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Utilisez l'envie comme un signe que vous progressez et non comme un frein. En vous concentrant sur votre propre parcours sans comparer avec les autres, vous maintenez votre joie et votre motivation intactes. En conclusion, à travers cette exploration des 8 types de personnes que nous devrions éviter d'aider, nous découvrons une leçon fondamentale sur les limites de la générosité et l'importance de la prudence dans nos interactions. Comme l'histoire de Léon et le Scorpion nous l'enseigne, non tous ceux que nous tentons d'aider cherchent à changer ou à apprécier notre soutien. Il est essentiel d'évaluer qui mérite véritablement notre aide et qui pourrait, en réalité, s'avérer nuisible pour notre bien-être. Ce voyage ne vise pas à nous rendre cyniques, mais plutôt à nous armer de la sagesse nécessaire pour protéger notre propre énergie et investir là où cela compte vraiment. Chaque type de personne que nous avons décrit détient une leçon sur les dynamiques humaines et la nécessité de naviguer ces relations avec une conscience éclairée. Gardez à l'esprit que, si aider les autres est une vertu louable, il est tout aussi important de s'assurer que cette aide est bien placée et respectée. La compréhension et la reconnaissance des signes de toxicité, d'opportunisme ou de simple incompatibilité émotionnelle peuvent vous sauver non seulement du temps et de l'énergie, mais aussi de possibles déceptions. En fin de compte, choisissez de partager votre générosité avec ceux qui non seulement la valorisent, mais qui, en retour, enrichissent votre vie. Laissez-vous guider par l'intuition et par l'expérience, et rappelez-vous que parfois, le meilleur service que vous pouvez rendre est de permettre à quelqu'un d'affronter ses propres défis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces analyses vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre interaction enrichit notre communauté. Continuons ensemble à apprendre, à grandir et à naviguer dans le complexe monde des relations humaines.